Le 22 mai 2022, dans mon train, je rentre de Marseille et je prends une photo de mon voisin qui avait laissé son ordinateur ouvert pendant qu'il était parti prendre un café. Mon objectif, il était très simple, c'était de poster cette photo sur Twitter et de parler à mon audience, mes followers, ma communauté, des risques de cybersécurité. Je vais vous faire une confidence, ça a été mon meilleur tweet. Plus de 100 000 impressions, plus de 200 retweets, et, parce qu'il y a un et plus de 20 messages d'insultes. Ces messages, je les ai lus dans le train. Je les ai relus le soir en me couchant. Je les ai regardés le lendemain matin en allant au travail. Je peux vous assurer que ça vous marque. Alors, ce qui est un fait isolé pour moi, c'est arrivé une fois, c'est le quotidien de nombre d'entre nous. En France, une famille sur 4 a déjà vécu des cas de cyberharcèlement. Un jeune sur 2, de 18 à 25 ans, on a déjà directement été victime. Et plus de 50% de ceux qui l'ont subi ont déjà pensé au suicide. J'ai 2 enfants, Oscar et Rome. Ils sont encore tout petits, ils n'ont pas de téléphone portable, ils en auront évidemment un jour. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que j'ai envie qu'ils grandissent dans un monde où ils se font harceler tous les jours. Bien évidemment, il y a d'autres formes de dérives de la technologie sur nos sociétés. Je peux évidemment penser aux déstabilisations démocratiques qui sont liées à la propagation de fake news sur les réseaux sociaux ou à la vente de produits dangereux sur des sites e-commerce chinois. Prenons le premier cas. C'était il n'y a pas si longtemps, le Brexit, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Dans ces 2 séismes politiques majeurs, on a pointé du doigt le rôle des réseaux sociaux. 1. Cambridge Analytica. Vous vous en souvenez peut-être, c'est cette firme qui a récolté, parfois indûment, les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour les revendre, favoriser l'influence ou la désinformation, voire la manipulation de campagnes politiques. Deuxième exemple, les sites e-commerce. Sur certains sites e-commerce chinois, vous allez retrouver jusqu'à 60% de produits qui sont soit contrefaits, soit dangereux, soit illicites. Parfois les 3 à la fois. Pire encore, en 2022, Amazon a continué de vendre un produit dont l'usage détourné a permis le suicide de dizaines d'Américains en étant pertinemment au courant. 3 exemples pour parler d'une seule chose, les dérives de la technologie. Alors, ce n'est pas la technologie en elle-même qui est un souci, c'est ces usages détournés qui posent un problème de société. Les pères fondateurs d'Internet avaient une vision qui était très libertaire, presque libertarienne pour certains, pensant que la décentralisation, la gestion par la communauté des risques suffisait à prévenir finalement ces dérives-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, le numérique est omniprésent et les risques aussi. Nos gouvernements, nos pouvoirs publics, nos élus, nos administrations ont raison aujourd'hui de poser des nouvelles règles du jeu. Pour autant, vous l'avez compris, je travaille dans une grande start-up, une scale-up comme on les appelle aujourd'hui. Et quand vous êtes entrepreneur, quand vous disruptez un marché, quand vous lancez une nouvelle structure, je peux vous assurer que les règles vous emmerdent. Et je pèse mes mots en disant qu'elles nous emmerdent. Pourquoi? Simplement parce qu'elles vont vous coûter énormément. Elles vont vous coûter du temps, elles vont vous coûter de l'argent et elles vont vous coûter de l'énergie. C'est les 3 choses dont vous manquez le plus quand vous êtes entrepreneur. Pour autant, est-ce que la réglementation peut aussi stimuler l'innovation? Ben oui. Ben oui, elle le peut, et je vais vous montrer 2 exemples. Le premier exemple,
c'est dans le secteur de l'énergie. Depuis une dizaine d'années, la Commission européenne, l'Europe de manière générale, a pris un certain nombre de directives pour favoriser la transition écologique et promouvoir l'investissement en recherche et développement vers de nouvelles formes d'énergie. On peut évidemment penser aux biocarburants, au photovoltaïque, à l'éolien ou encore aux micro-réacteurs nucléaires. Est-ce que ça va assez vite? Sans doute pas, mais il est clair que les pouvoirs publics, que la réglementation a stimulé l'innovation. Le deuxième exemple, c'est celui dans le secteur de la finance. Le régulateur anglais a mis en place des bacs à sable. Expression évidemment infantile, mais vous allez vous rendre compte très vite que c'est très proche de ce qui se passe dans une cour de récréation. Les Regulatory Sandboxes, ce sont des espaces d'innovation avec les vrais clients dans lesquels vous allez pouvoir tester de nouveaux produits sans avoir toutes les normes en place d'un secteur extrêmement dominant. Qu'est-ce que ça a permis? Plusieurs choses. Les paiements entre amis que vous utilisez sans doute, le crowdfunding pour financer des startups, la gestion de patrimoine alimentée par l'IA ou les paiements mobiles. Encore une fois, la réglementation a pu stimuler l'innovation. Pourtant, par moment, la régulation peut aussi nuire à l'innovation. Vous l'avez sans doute déjà entendu, cette maxime, quand les États-Unis innovent, les Chinois copient et l'Europe régule. Au cours des 5 dernières années, ce sont plus de 20 textes réglementaires qui ont été adoptés par l'Union européenne. Vous avez déjà sans doute entendu parler du DSA, le Digital Services Act, le DMA, le Digital Markets Act, ou plus récemment, le règlement sur l'IA de l'Union européenne. Ces textes, évidemment, sont là pour une bonne raison. Favoriser l'accès à un marché, lutter contre la compétition inefficace, ou protéger le consommateur. Pourtant, ces 3 textes nient quelque chose de fondamental, c'est l'Europe de la technologie. L'Europe de la technologie, ce n'est pas une simple copie de ce qui se fait dans la Silicon Valley. L'Europe de la technologie, elle est plus responsable et elle est plus durable. L'Europe de la technologie, ce n'est pas non plus une copie conforme de ce qui se fait en Chine. Nos entreprises, nos startups, nos entreprises de la technologie ne vont pas aspirer des données des citoyens pour faire du social scoring. Elle est plus respectueuse des données personnelles. L'Europe de la technologie, au final, c'est cette fameuse 3e voie numérique dont on a beaucoup parlé. Pourtant, la réglementation, elle agit de manière transversale. Peu importe que vous soyez chinois, américain, européen ou français, vous devez la respecter. Et cela, ça a un triple impact. D'abord un impact financier, ensuite un impact sur le capital humain, et enfin, un coût d'opportunité qui est majeur pour nos employés. Chez Miracle, on a récemment étudié le coût de cette mise en conformité. Pour chaque texte réglementaire, il nous faut plus d'1 million d'euros d'investissement pour se mettre en conformité. 1 million, c'est énorme. Alors évidemment, on est une entreprise qui a levé des fonds, mais ces fonds ne sont pas illimités. La conséquence, elle est extrêmement importante, c'est qu'on est obligé d'organiser une rotation de nos équipes qui travaillent sur ces projets tous les 6 mois. Si on ne le fait pas, ils démissionnent et partent travailler pour des entreprises de la Silicon Valley. Le 3e impact, c'est peut-être le pire pour moi, parce qu'il nous met face à un choix. À ressources limitées, vous devez, à un moment donné, vous poser la question de mettre votre produit en conformité ou de faire de l'innovation et de la croissance. Je peux vous assurer une chose, en tant qu'Européens, en tant qu'entreprise française, on n'a pas envie de faire ce choix. Pourtant, est-ce qu'on a réellement le choix? La réponse est évidemment non. J'ai récemment regardé les amendes qui ont été données à des entreprises de la Silicon Valley et des entreprises françaises. La dernière, c'était il n'y a pas si longtemps. Apple, abus de position dominante sur la distribution de musique au travers de l'App Store. 1,86 milliard d'euros d'amende. C'est colossal.
Pourtant, quand on rapporte cette amende aux revenus générés par Apple sur son App Store, ce n'est plus que 2%. Pire encore, quand vous l'étendez l'intégralité des revenus qui a été généré par Apple en 2023, c'est 0,2%. La même année, une entreprise d'origine française a été sanctionnée par une autorité de contrôle à hauteur de 40 millions d'euros. 1,86 milliard, 40 millions d'euros, c'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, rapporté aux revenus de cette entreprise, ces 40 millions représentent 2%, soit 10 fois plus qu'Apple. Et finalement, quand vous regardez ces chiffres-là, c'est un peu comme vous, quand vous regardez votre fiche d'impôt. Vous pouvez à un moment donné légitimement vous poser la question si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a quelques semaines maintenant, l'Europe a annoncé son AI Act, la première régulation de l'intelligence artificielle au monde. Quelques semaines après, on a été suivi par les Américains. L'executive order du président Biden, et 2 jours plus tard, le Royaume-Uni faisait la même chose, avec un règlement qui était très pro-innovation. La réalité, c'est que j'ai peur que nos entreprises européennes commencent à regarder ailleurs si l'herbe est verte. J'ai peur d'un nivellement par le bas de cette régulation, parce qu'elle est là pour nous protéger, et je n'ai pas envie que nos entreprises se posent à un moment donné la question de partir pour développer ou déployer leur modèle depuis d'autres géographies. Finalement, la question que ce dumping réglementaire, parce qu'il faut oser le mot de dumping réglementaire, pose, c'est celle de la coordination internationale. Parce que pour protéger nos valeurs, pour rendre une IA éthique, pour respecter la sécurité de tous, c'est bien à l'échelle mondiale qu'il faut se faire. Pour conclure, puisque le thème de ce TEDx, c'est un nouveau départ, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à un nouveau départ de la réglementation. Une réglementation qui ne bride pas l'innovation, mais qui la stimule. Une réglementation qui agit comme le tuteur d'une plante, qui permet de guider nos technologies, de guider nos innovations vers la bonne direction, sans jamais la brider. Alors ensemble, étudiants, chercheurs, entrepreneurs, start-upers, pouvoirs publics, il faut que nous osions penser cette nouvelle réglementation, celle du futur de demain, qui accompagne nos technologies vers un monde plus propre, plus durable, plus sain, plus respectueux. Et à l'approche des élections européennes, je pense que nous avons tous une responsabilité pour faire ça. Je vous remercie.